parle du village de Couëns, qui est situé sur le versant des hautes montagnes du Coucheron, à l'extrémité supérieure de la seigneurie de la Roque. On dirait que la nature rude et stérile des environs a voulu céder la place à un site vraiment superbe et qui devait devenir plus tard le siège des familles les plus illustres de la région. Les différentes maisons campagnardes, il utilise le terme de casolare, qui composent le village, presque toutes différentes les unes des autres, sont adossées à de charmantes collines éternellement couvertes d'herbes et de fleurs. On y trouve 7 fontaines, toutes très abondantes, sans compter qu'à chaque pas, on trouve des sources et des ruisseaux. C'est pourquoi la végétation y est magnifique et le village est entièrement boisé, avec des arbres de dimensions gigantesques. Ici se dresse un ancien château sur un rocher qui, bien que délabré et presque démoli, conserve son aspect antique, sa façade imposante et superbe tournée vers les nuages, comme pour défier les éclairs et les tempêtes. Il fut construit par des hommes qui combattaient l'orgueil légure et défendaient leur liberté. Là, une maison peuplée de gens civilisés et courtois. Plus loin, une tour qui servait de refuge contre les hordes de corsaires africains qui, autrefois, envahissaient souvent le village. Alors bien sûr, c'est en partie romancé, mais c'est comme ça qu'il voit le village en 1860 et qu'il le décrit. Donc c'était une sorte, le choix d'une introduction, je dirais, voilà, de reprendre ce texte qui est sur des feuilles volantes écrites au crayon à papier, voilà, qu'il s'est amusé, il s'est amusé à rédiger cette nouvelle durant l'été, voilà, durant son temps libre, l'été à Couëns. Pour parler de Couëns, déjà il faut parler du territoire, et donc c'est un terroir évidemment très riche. Là on entend parler des fontaines et des ruisseaux qui arrosent ce terroir, bien sûr occupé depuis la préhistoire. On va taper dessus, c'est connu, avec la Banguiole, Couchourp, entre Bavel, le Coucheron. À la période médiévale, le château de Couchourp, donc qui succède au site préhistorique, et plus bas, l'église romane, le site roman, et un pont qui a aujourd'hui disparu, qui enjambait le Fiumicros, et donc qui permettait de gagner le Pian de Lévis, l'église et voilà. Donc on est au cœur d'un territoire clé, je dirais, avec un terroir remarquable et arrosé. Juste un mot pour parler justement de la Villa di Sant'Antone qui existait près du fleuve, à l'endroit où se trouvait ce pont médiéval et l'église dont on aperçoit toujours les vestiges. Souvent oralement, on a dit les Couenses venaient de Sant'Antone. Mes recherches documentaires infirment ce fait plutôt qu'ils le confirment, c'est-à-dire que Sant'Antone, les habitants, c'est un village beaucoup moins peuplé quand il est documenté à la période moderne. Les habitants sont beaucoup plus, quand ils migrent, le village est abandonné, ils migrent davantage vers San Gavino ou Lévis que vers Couëns. Donc effectivement, ça rentre dans le territoire de Couëns, en limite avec le territoire de Sorbolade, mais l'effet qu'il y ait une attraction des gens de Sant'Antone vers Couëns est absolument pas démontré par la documentation. Donc ça restait un lieu, Sant'Antone était un lieu majeur, c'était un lieu, notamment au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, c'est là que se tenaient les assemblées de la Seigneurie, donc avec des assemblées avec une assistance extrêmement nombreuse, pour régler les différends, recevoir des émissaires comme celui de Milan en 1472 ou 73. Voilà, donc c'était un lieu de réunion estivale sur le territoire de Couëns. Donc Couëns est donc situé, bien entendu, avec le Coucheron, le col de Bavel et le fleuve au sud, au cœur d'un territoire essentiel, montagneux. Les traces, il y a la mémoire des fortifications, le texte que je citais plus haut en faisait cas, avec le Castet, sur lequel aujourd'hui on ne trouve rien, si ce n'est peut-être des bases d'Arras, mais tout laisse penser qu'il y a eu au moins une fortification à une époque reculée, peut-être moderne, peut-être pour la défense du village, en tout cas
cas le terme de Castedo et les mémoires rappellent qu'il y avait bien une fortification à cet endroit, en tout cas un point défensif. Et donc je dis, le site du Castedo en exergue, effectivement, ce rocher domine justement le terroir arrosé de Coens. Et deux points, il y a peut-être d'autres structures défensives, mais la tour qui est devenue la Casa Comune, qui se trouve près de l'église Saint-Georges, et la tour à Torre Ediate, qui a, comme on l'appelait dans les textes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qu'on a pu appeler ensuite oralement à Torre Mirabile, parce qu'elle était ensuite habitée par la famille Mirabile de Porto Vecchio, qui en avait hérité par mariage, et qui habitait, mais son nom originel, c'est simplement à Torre Ediate, dans les textes, parce qu'elle est bâtie sur une avenue. Et voilà, donc dans cette triangulaire, on ne voit pas tous les quartiers, mais c'était une manière de représenter aussi ce terroir arrosé avec les principaux quartiers qui se disposent autour de points en élévation ou défensifs. Voilà, là on ne voit pas le quartier Balais, c'est situé immédiatement à gauche, plus loin la Casarène, qui a priori est un quartier des Pietri plus tardif, ou la Casa de Santa Maria, vers l'église de Santa Maria, mais on a le développement du terroir tel qu'il se présente, et donc du village, bien entendu, tel qu'il se présente à la période moderne. Quand je parle de période moderne, c'est le XVIIe, XVIIIe siècle, avec des structures plus anciennes, si on ne trouve plus rien sur le Castedo, ou en revanche la Torre Ediate, qui a été maintes fois reconstruite, et qui au XVIIe et XVIIIe siècle apparaît davantage dans les textes comme une résidence, c'est-à-dire qu'elle n'a plus une vocation nécessairement défensive, même si elle est en position défensive, a toujours l'aspect et une architecture qui montre son antériorité par rapport à beaucoup d'autres bâtis dans le village de Coens. Et aussi, on voit qu'elle a été maintes fois reconstruite et relevée, donc elle s'est effondrée à plusieurs reprises, elle a été ensuite reconstruite et elle est aujourd'hui à nouveau effondrée. Voilà, donc autour, les principaux, l'église et quelques-uns des principaux quartiers qui sont parfois toujours très bien connus aujourd'hui, qui sont parfois qui ont évolué, dont les toponymes se sont perdus. Le Poggio d'Orlando, par exemple, c'est une famille, la famille d'Orlando est très bien identifiée dès la chute de la Sévère de la Rocca, dès la mort de Renuccio della Rocca. Orlando en tant qu'individu. On suit le lignage jusqu'à la fin du XVIe siècle sans problème. Ensuite, ils sont un peu plus discrets, mais c'est bien les descendants qu'on retrouve dans le courant du XVIIe siècle, avec le nom d'Orlande, et ils habitent le Poggio d'Orlande, qui est constitué en fait de deux maisons, une maison ancienne qui existe, et la maison peut-être plus récente qui est située derrière, qui est toujours aujourd'hui coupée en deux moitiés. Donc on parle du Poggio d'Orlande ou Poggio Orlandi. C'est deux maisons voilà, qui fait référence à une personne ayant vécu au VIIe siècle. Pareil, donc même antérieurement à Ettore et du Poggio Ettore, qui lui est mort en 1626, qui est relativement plus récent que Orlando, ou de même que Johann Petrarch. On trouve un Johann Petru parmi les gentilshommes de Coens en 1537, qui est indubitablement, parce qu'on a un suivi à l'origine de la famille Pietri de Coens et de diverses ramifications qui sont nombreuses. Le casal de Johann Petrarch, donc bien identifié, de manière bien documentée, mais où on ne trouve au XVIIIe siècle que très peu de piètres, du fait de l'extinction de certains rameaux ou du fait de partage, et que les piètres ils sont partis ailleurs, à la Casarène, dans le quartier Coens, ou au Poggio di Toro, juste à côté. Et à la fin du XVIIIe siècle, on parle plutôt de casale et de casale.
voire de Ucasalt, qui avant se nommait Jovan Petrac, comme si le toponyme de Jovan Petrac était en train de disparaître du fait même qu'il n'y ait plus de Pietri vivant au cœur du quartier lui-même. Et pourtant, dans la toponymie, c'est le toponyme Jovan Petrac qui a perduré, qui apparaît toujours sur les cartes, qui est toujours connu. Voilà. Alors qu'il était en fin 18e, il est en train le terme de Casalt a été, la désignation de Casalt était en train de lui être substituée. Voilà. Donc ça c'est une vision pour avoir une vision globale de certains quartiers qui sont récurrents, sachant que par exemple quand on voit le Poggio Ettore, qui est un quartier de maison toujours très facile à repérer aujourd'hui. On disait souvent les Ettore habitaient au Castello, dans le quartier du Castello, dans les textes anciens. Effectivement, les terrains jusqu'au Castello appartenaient à la famille Ettore, mais quand on parle de Poggio Ettore, on n'est pas dans les maisons qui sont, comme disent les textes, sotto Castello. Même s'il y a 30 mètres ou 40 mètres entre les deux, les textes des notaires du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle font la différence entre le Poggio Ettore et les maisons construites parfois généralement par des Ettore, sotto Castello. Il n'y en a pas 36 au demeurant. Voilà. Et une des particularités qu'on retrouve dans la documentation à Coenza et qui perdure, c'est ce terme de casale qui ne désigne pas uniquement la maison, mais désigne aussi un patrimoine qui va avec la maison et qui appartenait à un ancêtre, généralement ayant vécu au XVIIe siècle. Donc, j'en ai parlé de Jovan Petrac, le casal de Philippe, d'André et d'autres personnages qu'on n'arrive pas à identifier, ou que moi je n'arrive pas à identifier forcément facilement d'un point de vue généalogique, c'est-à-dire je ne sais pas de qui sont les ancêtres. C'est le casal de Marianne ou le casal d'Andrea di Luciano. Par le terme de casal, on a donc la maison ou le quartier, stricto sensu, et avec un patrimoine qui accompagne le casal, c'est-à-dire les héritiers de Jovan Petrac, les héritiers de Philippe, les héritiers d'Andrea di Luciano, qui sont indivisaires sur un patrimoine qui va avec la maison de l'aïeul. Et on a le partage ailleurs des casals Jovan Petrac par les Pietri. On a plusieurs actes relativement tardifs, fin 18e et encore au 19e siècle. Voilà. Ce terme de casal est assez fréquent, donc, comme je le disais, à Coenza. Et en revanche, à Coenza, on ne trouve pas le terme de quai qui se retrouve à Zonz, qui se retrouve à Sorbolano, qui se retrouve à Serra, donc quantité de villages environnants. C'est un terme ancien, définir un quartier ou une maison, quai d'Agostino, quai di Lisandro. On le retrouve à Zonz, on le retrouve à Serra, dans la villa d'Acquafredda, etc. Le quai est un terme, quai di Vincentello, etc. est un terme récurrent pour désigner un quartier et une maison. Curieusement, dans la documentation écrite, et moi, ce qui m'est parvenu de manière orale, le terme de quai, pour dire par exemple quai di Filippo, n'existe pas, n'est pas usité sur Coenza. Voilà, on préfère le terme de casale, alors que le second de quai, on retrouve sous différentes formes aussi en Italie du Nord et fréquent dans les villages voisins. Au XVIIe siècle, tout début du XVIIe siècle, c'est San Giorgio qui est la paroisse de Coenza, bien entendu. Santa Maria, qui apparaissait comme l'église la plus ancienne, mais aussi la principale. C'est pour ça que la fête patronale de Coenza, c'est toujours la Santa Maria. C'est pour ça qu'aussi, dans certaines affaires, en particulier criminelles, après la mort de Sant'Irocco, les festivités de la Santa Maria, on précise qu'elles se faisaient bien entendu à l'église de Santa Maria. Au début du XVIIe, Santa Maria devient une église affectivement et historiquement très importante naturellement de Coenza, mais c'est San Giorgio qui devient la paroissiale et qui va
se développer significativement. Voilà. Dans ce cadre, comme je l'ai dit là, Santa Maria n'est plus mentionnée comme chapelle, et l'évêque donc, demande la création de cimetières. Il y en a deux, il y en a toujours un à Santa Maria, un autre à San Giorgio, de l'ouverture des registres paroissiaux, qui dans l'évêché d'Ajaccio sont ouverts systématiquement lorsqu'ils sont conservés. Il y en a le témoignage, sont ouverts systématiquement, c'est le cas aussi pour Porto Vecchio, au tout début des années 1620, mais aussi, comme là l'exemple que je prends, même 1624, suite à un commandement de Monseigneur Giustiniani de la même année, les habitants de Coens commencèrent d'importants travaux dans l'église pour l'agrandissement du porche et la construction de 2 chapelles latérales. Alors, une des 2 chapelles, les 2 chapelles latérales, telles que je les ai documentées, sont faites par les 2 principaux prêtres de la paroisse à l'époque, prêtre Pierre-André Orsat, qui est le curé de Coens, et prêtre Vincenti Varese, qui est le prêtre desservant Santa Maria. Et effectivement, c'est ce que la documentation nous rapporte très clairement, le rosaire pour les Orsati. Et ici, moi j'ai suivi en fait la chapelle des Varese, dédiée à Santa Maria di Neve. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison à Porto Vecchio, une maison très ancienne, une maison forte avec sa placette et son escalier extérieur, qui appartient à la commune de Coens, et on me disait oralement à Porto Vecchio, à l'origine c'était une maison Varese. Et j'avais dans mes textes sur Porto Vecchio la mention d'une casa di Santa Maria, donc on parle dans l'enceinte de la citadelle, que j'étais incapable de situer. Et l'étude des documents anciens m'a permis de comprendre que la casa di Santa Maria, sans aucun doute, c'est-à-dire c'est pas une probabilité, que la casa di Santa Maria auquel on fait référence dans l'enceinte de Porto Vecchio, c'était en fait cette maison Varese qui avait été léguée par les Varese pour l'entretien de la chapelle de Santa Maria delle Neve di Coens, pour que ça rapporte un revenu régulier. Et par suite des réformes, c'est donc devenu la propriété de la paroisse, cette vieille maison dans l'enceinte de la citadelle, et ensuite ça a été transféré comme propriété de la commune. Donc ici il y a 2 documents, par exemple les registres paroissiaux de Coens, tenus par Pierre-André Orsat, qui mentionnent le décès de Preti Vincenti, donc à l'origine, je dirais, enfin c'est neveu de la famille Varese, où il est bien spécifié qu'il est enterré nella sua cappella, nella chiesa di San Giorgio, sa paroissiale, et ici un acte du neveu de Preti Vincenti de 1694. En l'occurrence, le sens est pris sur la maison qu'il a dans l'enceinte de Porto Vecchio, qui sera ensuite, il y aura divers sens, qui sera désigné comme à Porto Vecchio comme la Casa di Santa Maria, et qui est toujours aujourd'hui propriété de la commune de Coens. D'autres Varese, et ce genre de donation est systématique. Un autre fait la même chose en 1791 en mentionnant les massari, c'est-à-dire les trésoriers de la chapelle, en prenant un sens, cette fois sur sa maison de Coens, pour financer la chapelle. D'autre part, donc, à cette époque, forcément, beaucoup de familles ont souhaité avoir leur chapelle latérale avec ce développement de la nouvelle église. La famille qui, à l'époque, qui est une des plus significatives, c'est la famille qui donne les aides, avec le capitaine Giovanni, qui est député à Gênes, qui est le premier à obtenir notamment le droit de construire à titre civil une maison dans l'enceinte de la citadelle, et qui obtient pour lui, ses bergers, cultivateurs et ses descendants en ligne légitime, l'exemption de tout droit sur ses biens à Porto Vecchio, donc droit de biancaratico, etc. Dans son testament de 1604, peu après son retour de sa députation à Gênes, il demande une chapelle. Donc en 1604, on est bien avant l'acte de 1624 qui est cité ici, enfin plus tôt.
il demande à ce qu'une chapelle soit élevée dans l'église de Saint-Georges, une chapelle latérale, sous le titre de San Giacomo Apostolo, suivant le tableau de San Giacomo qu'il avait ramené de son voyage à Gênes. Donc c'est un des vœux de ses dernières volontés. Son fils unique est né vers 1596, qui meurt en 1626. La chapelle n'est pas faite, évidemment, vu qu'il réitère la volonté exprimée par son père qu'une chapelle soit créée dans l'église paroissiale Saint-Georges en 1626. Donc on est 2 ans avec l'acte concernant les 2 premières chapelles, et le capitaine Ettore, ancêtre éponyme de la famille Ettore de Coens, précise que si l'autorisation de la licence épiscopale lui est refusée, donc c'est une option, bien qu'il soit d'une famille influente, et particulièrement influente, y compris vis-à-vis des autorités génoises à l'époque, que si la licence épiscopale lui était refusée, qu'il puisse faire la chapelle, en tout cas ses descendants, faire la chapelle à côté de sa maison. Donc il n'y avait pas de certitude qu'on lui accorde, et ça faisait quand même 22 ans que son père avait déjà demandé à ce que soit constituée la chapelle. Évidemment, constituer une chapelle familiale, elle est vouée au culte, mais ça implique aussi, et l'évêque l'exige, qu'elle soit garnie d'un trésor qui permette son entretien, qui permette d'assurer les offices, etc. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Finalement, elle va se faire, cette chapelle. D'autres ont eu moins de chance. C'est le cas de Camille Roccazer et de son demi-frère Farand, colonne Cese, par la suite, qui au milieu du XVIIe siècle, ils ont perdu leurs parents assez jeunes, vont vouloir élever une chapelle latérale dans l'église de Coens, et ça va marquer les esprits. La documentation à l'époque, vu qu'ils ne vont pas obtenir cette autorisation, qu'ils vont avoir l'opposition de Prediosat, ça va donner, d'après les sources retrouvées par Raoul Colonna-Cese, l'objet d'un procès devant la cour archiépiscopale de Pise. Et finalement, les demi-frères et leur famille, à défaut d'avoir pu créer une chapelle latérale, vont élever une chapelle sous licence épiscopale, mais pas nécessairement sépulcrale, dans l'enceinte de Porto Vecchio, qui était sous le titre de San Pietro Apostolo. Voilà, qui est présent, pareil, il y a un trésor. Donc ils ont fait une chapelle à Porto Vecchio, à défaut d'avoir pu faire leur chapelle latérale dans l'église de Coens, et les colonnes ont continué à se faire enterrer devant l'autel plutôt que dans la chapelle qu'ils voulaient élever. Alors, cette chapelle à Porto Vecchio, au fin du XVIIIe, elle est déjà détruite. D'abord, les Roccazer et Colonna-Cese sous les révolutions de Corse n'ont pas forcément fait les mêmes choix politiques, donc c'est pas facile pour gérer en commun le trésor et l'entretien de la chapelle de San Pietro à Porto Vecchio si on ne s'entend pas d'un point de vue politique dans une période assez troublée. Et les agents du domaine, quand ils visitent Porto Vecchio, font cas de la ruine de la maison dite de Saint-Pierre, qui était autrefois une chapelle, donc sous le titre de Saint-Pierre, et appartenant à la famille Colonna de Cesare Rocca, suivant la formule d'Ancien Régime. Donc elle a été détruite il y a bien longtemps, mais c'est la conséquence de l'impossibilité, finalement, d'avoir pu en faire une dans l'église. C'est peut-être, voire en Ligurie, donc c'est peut-être un savoir-faire qu'ils ont apporté eux à cette époque, et qui explique l'évolution. Donc il y a une évolution du bâti. Torre Adiateca n'est pas bâti de la même manière que, voilà, ça évolue constamment. C'est peut-être un apport aussi de ces maîtres maçons génois. Voilà. Sur les panneaux que j'ai mis à l'extérieur, à droite, vous voyez la partie gauche du quartier Coens. Bon, je l'ai synthétisé sur les panneaux, mais en fait, cette partie du quartier s'est faite en deux étapes. Comme on le voit en observant bien la façade, la documentation avant l'agrandissement de la maison par Preti Vincenti, donc qui donne la famille Coens. Avant, il y a la maison, bien
le premier niveau avec, bon là elle est petite, mais rien n'empêche, après on la voit depuis la rue, les symboles cosmiques sur le premier étage, la finestra major bien nette au milieu central et les encorbellements, les moulures des fenêtres. Le deuxième étage, daté de 1680, donc de l'époque où son fils est curé de Coëns depuis 11 ans. Donc cette surélévation montre un appareillage légèrement différent et si on regarde plus en détail, on verra que les rebords du balcon muré ont évolué eux aussi, ils sont plus affinés. On va voir comme ça différents types d'affinage. C'est peut-être pas très architectural comme terme, mais au fur et à mesure du temps. À gauche, sur lequel il y a un reflet, vous avez la case au Poguritor, la maison des Pietri Léandre et de certains cousins. Là, pareil, il y a une surélévation. Le premier étage n'a pas de rebord de fenêtre mouluré. Le deuxième étage en a. Ce qui est intéressant aussi dans la documentation, c'est que c'est un signe de notre stabilité, de confort qui apparaît à Coëns. Et par la suite, il va disparaître assez soudainement. Par exemple, quand à la Castagnola, Rocco Francesco, colonne Cesare Rocca, fait surélever l'étage, ou en tout cas refait complètement le deuxième étage de sa maison, il n'y a pas, contrairement au premier étage, de rebord de fenêtre mouluré, comme si c'était, donc il le fait dans les années 1770-1780, comme si c'était passé de mode. C'est pareil avec la maison Roccazer qui est plus tardive, etc. Donc il y a un abandon. Soit il n'y a plus le savoir-faire, mais ça me surprendrait aussi rapidement, soit simplement ce style que je trouve personnellement très joli a été abandonné. Voilà. En tout cas, on ne construit plus dans ce qui est datable, légèrement postérieur aux révolutions de Corse, il n'y a plus d'usage de ces niches de cinq ou de ces rebords de fenêtres moulurés, donc très travaillés, qu'on trouvait auparavant et qui avaient tendance à se développer. Un quartier très ancien, ce que je voulais expliquer, c'est un quartier à la fois très ancien et qui était un imposant quartier, Montice, qui va finalement subir les affres du temps, des partages, des héritiers qui ont quitté les lieux et tombé en ruine. Et aujourd'hui encore, on peut voir les effets de cette histoire en regardant le quartier, entre les parties hautes en ruine, les parties refaites, les parties reprises. Le quartier des Monticelli montre, quelque part, témoigne de son ancienneté, mais aussi de ses multiples partages et de ses aléas qui l'ont fait tomber en ruine ou se refaire au cours du temps. Voilà, ici c'est la généalogie du capitaine Farando Philippe avec ses deux filles, ainsi que s'est subdivisé la maison. Et donc ça va de pair avec tous les actes que j'ai suivis.